Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité, comme on a toujours dit, à ces magazines face à face, animés par Jean-Claude Kouzikessa et moi-même. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour être présent devant vos petits écrans et suivre ce magazine. Nous sommes au deuxième round, je l'appelle comme ça, JC, d'un débat très animé qu'il a été la fois dernière au cours de ce face-à-face, parce que nous recevons pour vous pour la deuxième fois deux panafricanistes, deux Congolais, mais qui ont tendance à être des vrais panafricanistes, car ils défendent les couleurs africaines sous différents aspects. À ma gauche, nous avons M. Norbert Yambayamba. Il est panafricaniste. Il est à la tête d'un mouvement, il faut le dire ainsi, la NVP, la Nouvelle Vision Panafricaine. Il est consultant aux questions de développement. Il est congolais, il est analyste, il est acteur social. Avec lui, on va parler développement. Quel modèle pour la RDC? Et à droite de Jean-Claude Kouzikessa, c'est M. Freddy Mulumba. Il est journaliste, il est éditeur, il est DP d'un magazine important, La Renaissance, qui apparaît dans beaucoup de pays africains. Il est aussi panafricaniste. Avec Freddy Mulumba, nous parlerons également de ces mêmes questions, mais il faudra vous dire également que pour ce numéro, les deux personnalités ont deux approches différentes du modèle de développement congolais. Quel sera le modèle congolais pour développer le pays 57 ans après l'indépendance? En patauge, JC, en face de nous pour la deuxième fois, deux Congolais qui ont deux visions partagées, développement du Congo. Je pense que les deux approches pourront peut-être se rapprocher pour que le Congo trouve son compte. Naturellement, Jean-Pierre, c'est un bel exercice que d'avoir des Congolais et de surcroît africains, panafricanistes, qui parlent des questions de développement en quittant un peu, si vous voulez, des sentiers battus, en voulant proposer, bien entendu, des modèles inspirés des autres, mais avec une touche particulière qui, cette touche-là, devrait être une touche purement congolaise. J'imagine que ça ne sera pas un modèle calqué, sinon à quoi bon refaire la même chose? C'est ce que nous saurons tout à l'heure entre Freddy Mulumba et Norbert Yambayamba. Ok, nous recevons, je l'ai dit à ma gauche, M. Norbert Yambayamba, bonsoir. Bonsoir. Je le dis en liminaire, vous êtes à la tête d'un mouvement, la NVP, la Nouvelle Vision Panafricaine. Vous prônez les valeurs panafricaines, vous voulez que l'Afrique soit au devant de la scène, vous voulez que l'Afrique soit un continent de l'avenir comme on le veut. Et en partant de cela, vous voulez que le Congo soit le moteur de ce développement de l'Afrique. Je le dis à droite de Jean-Claude et M. Fredimba, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Nous parlons aujourd'hui de développement, nous sommes un peu loin de la politique, on parle de développement. Le Congo n'est pas encore développé, il faut le dire ainsi, soyons pragmatiques, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Le Congo est loin du développement. Et il faudrait dire aujourd'hui, M. Fredimba, le développement du Congo, quel modèle? La question, elle s'est posée par le passé. Elle se pose aujourd'hui. Faudra-t-il encore la poser demain parce que les générations qui arrivent voudraient trouver un pays développé? Première question, M. Freddy Mulumba, le niveau actuel du Congo, comment peut-on le justifier? Un pays scandaleusement riche, les livres le disent, les statistiques le prouvent, le Congo est riche réellement, mais le Congo n'est pas développé. Sa population est pauvre et elle est toujours pauvre. Bientôt 60 ans après l'indépendance, les Congolais ne savent pas si le PIB congolais connaît une superbe. Je dis, pourquoi on peut dire que le Congo aujourd'hui est à un niveau très bas pendant que les sous-sols demeurent toujours riches? Oui, Jean-Pierre, merci beaucoup pour la question. Je pense que, avant de répondre à cette question, il y a quand même certains points qu'il faut quand même un peu expliquer aux gens. Vous parlez de développement. Ce sont des mots pièges. Développement, sous-développement. Quand vous regardez l'histoire entre l'histoire européenne, africaine, ou occidentale africaine, vous allez voir qu'en 1885, pour coloniser les Africains, on justifiait par la civilisation. On vient civiliser les barbares. Et pour mieux faire, il faut les coloniser.
imposer leurs valeurs. Après 1945, quand l'Amérique a pris la tête, le leadership mondial, automatiquement, le mot civilisation a disparu. Maintenant, c'est le mot développé qui arrive. On vient développer les sous-développés. Ce sont des mots pièges qui sont construits dans les laboratoires occidentaux pour nous dominer, donc garder la main sur nous. Quant au modèle qu'on a connu, modèle de développement entre guillemets, c'était imposé par l'Occident depuis les indépendances. Donc ce modèle a échoué. Et quand on prend le cas du Congo, 57 ans après, un pays trop riche, avec une population pauvre, en tout cas on ne peut pas dire autre chose, c'est un échec. Donc il faut penser à autre chose, à un autre modèle. Mais ici, il faut savoir pourquoi ça a échoué. C'est la question peut-être qui est beaucoup plus importante. Il y a 3 éléments. Le premier élément, ça a été donné par Crawford Young, qu'on connaît très bien. C'est l'ancien professeur de l'université de Lubumbashi, pour ceux qui ont fait les sciences politiques de Lubumbashi. Il avait publié un article dans un rapport en 1985 sur l'Afrique, rapport Berg. On voulait savoir pourquoi l'Afrique ne se développe pas, pourquoi ces difficultés. Crawford Young est arrivé à une conclusion qu'il y a un héritage colonial, l'État. L'État tel qu'il fonctionne, c'est un héritage qu'on a essayé un peu de fistoler par ceux qui sont accédés au pouvoir. Mais en fait, ce n'est pas un État qui a des racines dans l'opinion, dans la société. Ce qui fait qu'il est difficile, si l'État n'a pas de racines dans la société, qu'il puisse servir comme un instrument de développement. Qui peut arriver à faire tourner l'administration, à faire tourner la police, même l'économie. Ça, c'est le premier élément, héritage colonial, le modèle de l'État. Le deuxième élément, ça, c'est Franck Fanon, qui a écrit Masque noir, peau noire, masque blanc, ou bien les dents de la terre. Fanon dit ceci, les Africains ont des tares. C'est d'abord, ils sont aliénés, une aliénation culturelle. Et cette aliénation vient de l'esclavage, la traite négrière et de la colonisation. Et vous savez, pendant cette période, on a cassé un peu notre culture, on a voulu façonner l'homme noir ou bien l'homme africain pour qu'il devienne civilisé, comme un blanc, comme un évolué, alors qu'il est coupé de sa culture. Donc on réfléchit par procuration et on essaye de copier les autres, quelquefois aveuglément. Deuxième, l'aliénation mentale, l'école a formé les Congolais en particulier pour servir le système occidental, donc l'Occident, et pour servir sa propre famille, pour soi-même. L'école n'a pas formé des gens pour servir le peuple. La communauté, non, on n'a pas ça en tête. C'est l'Occident, donc les intérêts occidentaux, ou bien familial. Le troisième élément, c'est pour concernant notre pays, c'est la nature même de l'État. Vous savez, en 1885, le Congo, c'était un État indépendant du Congo. On a été colonie après 1908. Auparavant, c'était un État de la création. En fait, c'était une entreprise financière, pour ne pas dire une colonie internationale. Il y avait un État là-bas. Et pendant cette période, on a essayé de piller les Congolais, d'exploiter, et rien n'a changé. Donc ce modèle d'entreprise financière, ce modèle de colonie internationale reste jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un modèle capitaliste de prédateur, de prédation. Donc ce qui fait que quand vous prenez ces 3 éléments, j'ai parlé d'abord de l'héritage colonial, aliénation culturelle et le modèle du capitalisme depuis 1885, c'est que notre État. Ces 3 éléments font ce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a fait, ça a été un échec. Mais parce que vous remontez un peu très loin dans l'histoire, vous prenez après la conférence de Berlin et vous prenez la colonisation, mais il y avait un vide, mais c'est Freddy. Qui défend-on condamner à ce moment-là? Parce que l'Occident a partagé l'Afrique, l'Occident a estimé qu'il fallait, devant un vide, devant des gens qui n'avaient rien à eux, il fallait quand même les civiliser.
ça, c'était pas une faute parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas un modèle préparé pour le noir ou l'Africain. Il fallait apporter quelque chose. Peut-être c'est dans l'assimilation que l'Africain a péché, il a mal assimilé ce que les Blancs lui ont amené et ça a mené à l'hécatombe. Non, non. Je pense qu'il faut étudier l'histoire du capitalisme. La première question à se poser est la suivante. Pourquoi l'Occident, qui est venu après la Chine, a colonisé? Parce que l'Occident est pauvre. Le capitalisme, dès le départ, c'est la prédation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Partout ils sont passés, c'est les génocides et les pillages. Et après ça, ils imposent leur culture à tout le monde. C'est ça l'Occident. Ce qui fait que nous sommes victimes. Quelquefois, j'entends des gens dire « Ah, c'est notre faute à nous. » Non. Oui, mais nous sommes victimes. Il n'y avait rien. Il y avait, quand on a parti l'Afrique après la conférence de Berlin, il n'y avait pas d'école en Afrique. C'est les Blancs qui l'ont amené à l'école. La Chine ne l'a pas amené. L'Asie n'a pas amené l'école en Afrique. C'est l'Occident qui a estimé qu'il fallait quand même ces gens-là qui ont des richesses en eux, il faut les civiliser pour consommer et nous puissions en profiter. Oui, mais je dis, mais qui leur a donné le pouvoir de nous civiliser? C'est ça la question. Ils se réveillent le matin, non, on va civiliser les Africains. Non. C'est du capitalisme. Quand vous connaissez comment le capitalisme est né, c'est par prédation. Donc ils sont venus ici pour nous piller, tout simplement, et se faire l'argent. Et pour nous dominer, il faut construire des écoles, former des gens qui vont accepter les systèmes et nous servir. C'est jusqu'à aujourd'hui. Ce système est resté jusqu'à aujourd'hui. Rien n'a changé. Donc il ne faut pas penser qu'ils venaient ici et parce qu'ils sont venus, ils nous aimaient. Non. Là, ce qui était beaucoup plus important pour eux, comment avoir la richesse de l'Afrique, comment nous exploiter et se faire l'argent. Point trait. Le reste, là, il ne faut pas leur demander de morale. Monsieur Mbamba, je retrouve votre favori, Gisèle prenne la parole. La question, elle demeure quand même. Après les indépendances, nous sommes, nous, au Congo, ici, à 57 ans d'indépendance, il n'y a pas de développement. Le niveau actuel du Congo, comment peut-on le justifier? Est-ce parce que, comme Freddy l'a dit, parce que l'Occident a été très prédateur, ou bien parce que les Congolais ou l'Africain n'a pas assimilé le vrai développement? La faute, il faut l'incomber à qui? Parce qu'aujourd'hui, le fait est réel, il est palpable, l'Afrique n'est pas développée, sauf des petits exemples, l'Afrique du Nord, le Maroc, la Tunisie, et la Libye, malgré que c'est qui est arrivé très mauvais. Mais la faute du niveau actuel du Congo, on doit l'imputer à qui? Parce que l'effet est réel, il n'y a pas de développement. Merci Jean-Pierre. D'abord, je suis très heureux que vous ayez pensé à nous organiser ce débat qui est fondamentalement pédagogique avec mon frère Freddy Mulumba, encore une fois, pour que véritablement on puisse apporter un éclairage par rapport à la dynamique de notre société. On est trop pris, on est trop engagé sur des questions, sur des débats d'opinion. Mais aujourd'hui, on n'a pas suffisamment exploité l'aspect de la prospérité de notre société. Il faut donc organiser des débats de fond qui nous permettent de fouiner tous les éléments qui nous permettent de consolider une conviction autour de la dynamique que nous avons dans l'entreprise. C'est la première chose. Deuxième chose, vous n'avez pas tort de relever des composantes qui ont milité véritablement la situation d'aujourd'hui. D'une part, le choix que nous avons fait, qui est un choix stratégique, piégé, autour de l'adoption de valeurs occidentales comme étant des valeurs universelles qui nous permettent à décoller. Et deuxièmement, la responsabilité qui nous incombe de ne pas inventer un schéma, un modèle qui nous permette de construire une dynamique vers le succès. Les deux faisant commune, voilà, le Congo, l'Afrique est à cette situation. Pourquoi je dis que les valeurs occidentales ont été ressenties comme des valeurs universelles? Il n'y a pas de valeur universelle qui puisse être utilisée dans n'importe quel espace géographique. Chaque société a son historicité, a sa géographie, a son patrimoine culturel, et chaque société évolue autour de cette fondation. J'ai beaucoup aimé, car quand Freddy parlait de la fondation des racines, un baobab qui n'a pas de racines tombe. Et lorsque vous êtes une société, vous n'avez plus de racines, vous êtes complètement absorbé par les valeurs de l'autre qui vous dit que si vous n'arrivez pas à utiliser ces valeurs, et donc vous disparaissez.
Et ça a commencé avec la traite des négrières, ça a commencé avec la colonisation, ça a commencé avec les soins, ce qu'on appelle généralement l'apport de la civilisation, le développement, alors que d'aucuns considèrent comme une escroquerie aujourd'hui, etc. Tous ces éléments faisant commune montrent très clairement que cette composante présupposée comme valeur occidentale, adaptable dans tous les espaces, n'a pas donné de résultats. Bien au contraire, cette vision a permis de fabriquer un moule et qui ont fonctionné ici, qui ont dépouillé nos richesses, ont laissé des héritiers qui continuent véritablement à fonctionner comme ils l'ont fait. Ça s'appelle des institutions extractives. Des institutions extractives, c'est-à-dire en fait les gens qui ne travaillent essentiellement que vous voir les richesses, les exploiter et s'en aller. Et l'Occident a considéré que pendant tout le temps qu'il a travaillé en mettant en place le processus de colonisation, il a beaucoup dépensé parce qu'il fallait construire des écoles. Vous l'avez dit, il fallait construire des centres de santé, des hôpitaux, il fallait construire des administrations pour lui permettre véritablement de ramener le butin. Et il fallait, tout compte fait, arriver à cesser son existence ici pour c'est pas arrêter avec ses devoirs de construction, rentrer chez lui, mais mettre en place des relais volontaires. Ce que nous appelons des courtiers ou des commissionnaires qui travaillent pour eux, mais pas pour les citoyens. Et donc, on a vu, même après l'indépendance, des hommes qui arrivent au pouvoir sont des hommes qui sont choisis par l'Occident. Et lorsque vous n'êtes pas choisi par l'Occident, pour construire une sorte de mendicité internationale, de prédation, de pillage de richesses, vous ne pouvez pas y arriver. Tous les hommes qui se sont battus, du moins au début des années 60, en Afrique, comme Kwame Nkrumah, en tout cas, il a été déchu en 1966 par un général qui a été travaillé par l'Occident, le même général qui est venu ici, qui a pu, n'est pas servi Lumumba, qui devrait véritablement être accompagné. On a vu des gens comme Sékou Touré qui a demandé l'indépendance et qui a été combattu de fond en comble depuis 1958. Vous savez que la Guinée-Conakry n'a jamais reçu l'aide de qui que ce soit à cause de ces gestes courageux. Vous avez des gens comme Modibo Keïta qui ont été chassés par des petits soldats en 1968 parce qu'ils cautionnés par l'Occident. Vous avez des gens comme des visionnaires contemporains aujourd'hui, Thomas Sankara, qui est allé simplement parce qu'il ne fallait pas mener une vision qui construit la fondation. Et donc, nous avons été victimes, sincèrement, de l'adoption sans faille d'une vision externe, exogène, et que laquelle vision est une vision de domination. Tout un peuple pense que n'y a que sa vision, n'y a que ses pensées, n'y a que sa couleur qui peut dominer le monde. Et pourtant, beaucoup de pays à travers le monde, notamment en Asie, ont résisté à cela. Ils ont réussi à préserver leur culture. C'est comme ça que vous voyez, par exemple, de pays comme la Chine, qui à un moment donné a été combattu, a été déstabilisé, etc. Mais Mao a pris la décision, avec ses collègues, déjà dans les années 1930, de mener une révolution paysanne qui a conduit à une révolution culturelle. Aujourd'hui, la Chine parle de sa médecine, parle de ses technologies, des infrastructures, parle tout chinois, les sciences, 650 technologies aujourd'hui opérationnelles. Mais nous avons adopté, on a inhibé notre génie créateur, nous ne pouvons rien inventer. Parce que la science qui nous a été transmise, elle est fondamentalement une science piège pour former, Freddy l'a dit, c'est pas des commis de bureau pour leur servir d'administration de manière à amener les butin en Europe. Les routes qui ont été construites ont suivi une position comment dire, unidirectionnelle pour amener les biens vers les ports où on va véritablement les amener chez eux. Et donc, nous avons cru qu'effectivement ils étaient de Dieu, pourtant ils ne le sont pas. Aucune culture ne peut véritablement s'adapter, n'est-ce pas, dans toutes les sociétés. Il fallait peut-être construire notre fondation et amener ce qu'ils peuvent amener, parce que la culture c'est un ensemble d'acquisitions. Voilà, nous l'avons faussé.
le leadership pose problème, parce que ces questions qui apparaissent questionnantes auraient pu véritablement préoccuper le leadership. Il me semble que jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas un génie qui voyage dans les temps, mais qui, visiblement, aujourd'hui, monte des stratégies innovantes à la perspective de pouvoir booster l'Afrique. Merci Mbaba, je vais prendre la parole. Je prends une insiste dans ce que vous évoquez tout à l'heure là. Vous avez dit, on a été effectivement, moi je dis, peut-être on a été naïf, nous Africains, nous Congolais, dégobés, je l'ai dit ici avec Frédéric Moulumba, d'assimiler n'importe quoi, peut-être entre guillemets. C'était pas de la naïveté ou on n'a pas été naïf. Nos aïeux, ceux qui ont précédé face au blanc, n'ont-ils pas été très naïfs? Vous savez, l'Afrique a une histoire. L'Égypte antique a démontré que les Africains avaient véritablement de grandes prouesses. Mais les cerveaux africains, c'est un cerveau plastique, d'après les études de Bassang. Un cerveau plastique pousse au jeu d'harmonie. Lorsqu'il voit quelqu'un, il le reçoit, il le considère comme un frère, un ami, on peut vivre ensemble, etc. Mais il y a des gens qui ont un cerveau cartésien, ou bien, il a une vision de domination et il veut dominer partout. Et vous le recevez avec gentillesse, lui, il vient, non pas avec gentillesse, mais vous dominez. C'est comme ça que vous avez vu des gens quitter des milliers de kilomètres de chez eux pour venir couper les brins des gens et prendre les richesses, etc. Et nous avons été faussés par rapport à cette dynamique en mettant en place un système de religion où on nous fait croire effectivement que nous ne connaissions pas Dieu avant leur arrivée, effectivement. Et ils nous ont dépouillés de notre spiritualité, qui du reste constitue pour nous un esprit de vigilance. Un peuple sans spiritualité, c'est un peuple qui est appelé à disparaître. Parce qu'en réalité, la spiritualité permet aux citoyens d'avoir un esprit de vigilance, d'avoir les intuitions, la capacité de ne pas véritablement être absorbé. Mais on est parti, Zingakuva a été christianisé, et voilà, ils nous ont eu, et ils nous ont démontré que toutes les forces environnementales que nous avions, c'était diabolique, et nous nous sommes séparés de toutes nos forces environnementales qui ont permis véritablement aujourd'hui que l'Occident puisse avoir des performances, et qui véritablement, avec la révolution culturelle en Chine, a permis que la Chine puisse justement avoir les performances aujourd'hui, mutandis avec les dragons asiatiques et les tigres asiatiques. Mais nous nous sommes séparés et la religion nous a faussé compagnie. L'école, qui est une école de production de chômeurs de luxe, aucune adéquation avec nos besoins. Des intellectuels qui sont des abrutis fondationnels. Au moins on parle français, on a une étiquette, on n'apporte aucune valeur ajoutée, on n'apporte aucune plus-value dans la société. Nous avons également les médias. Les médias s'amusent avec nous pour nous fomenter. Il faut une déprogrammation mentale par rapport à ça. Il n'y a pas que cela. Les ONG. Pour une fois, je parle le même langage avec Freddy. Moi-même, j'ai travaillé pendant longtemps dans les ONG, mais j'ai fini par comprendre que ce sont des organisations qui ont été installées pour nous distraire, nous divertir. Et il n'y a pas que ça. Toutes les institutions internationales de pénétration, etc., avec des aides piégées, etc., il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, les écoles ésotériques, où il faut être maçon, il faut être tempélier, il faut être rosicrucien, etc. Pour qu'ils nous emmènent. Il ne faut jamais dire que nous n'avions pas des écoles. Nous, l'Afrique traditionnelle avait des écoles. Les écoles ésotériques. Vous allez dans les Kivu, on appelle ce qu'on appelle les Kibiriki. Mais ce sont des écoles. Vous allez à Dongo au Mali. Mais la première université du monde, c'est Tombouctou. Jusqu'aujourd'hui, il y a des grands prêtres qui forment des gens au Mali, etc. Non, écoutez, nous n'avons pas réussi à nous connecter avec notre environnement. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes en train de prendre conscience pour construire la fondation, pour construire les racines, pour que le baobab soit debout. Et je crois que tout passe par cela, et on fera le greffon, parce qu'on ne va pas vivre de manière autarcique. Très bien, merci Jean-Pierre. On voit déjà que les premières prises de parole nous mettent déjà dans une envolée philosophique et nous allons quand même remettre les choses à plat. Pour commencer, là, il faut commencer. Freddy Moulumba, certains penseurs, je fais allusion là au professeur Gabriel Banzamalale, qui vient de publier un livre concernant les aspects juridiques de notre pays depuis 1885 jusqu'à nos jours. Là-dessus, il soulève un questionnement que j'ai personnellement trouvé très intéressant. Ce qu'il dit,
nous avons mal négocié nos indépendances. Nous avons fait un faux combat. La table ronde politique ne nous a rien donné pratiquement. La table ronde économique, c'était une escroquerie parce que des novices, des ignorants en face des professeurs de l'université, ils ne voyaient que du noir. Ce qui nous a manqué, c'était une table ronde juridique. Je prends le camp du RDC. La RDC n'a jamais revu fondamentalement son statut juridique lors de la table ronde. On n'a jamais abrogé l'acte fondateur de Berlin. Ça n'a jamais été abrogé de façon officielle. Les 14 puissances, je parle de théorie du professeur Banza, les 14 puissances colonisatrices qui ont fondé, créé l'État indépendant du Congo gardent toujours la même mise sur nous et que selon lui, on aurait dû commencer par ces débats et abroger officiellement et historiquement l'acte fondateur de Berlin. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse? Oui, je pense que je connais très bien mon ami professeur Banza Malale. Son livre d'abord nous a donné beaucoup d'informations. Ce côté scientifique, ça a été quand même quelque chose de qualité. Mais il faut dire ici que la conférence de Berlin, l'acte de Berlin, n'a aucune validité juridique, aucune légitimité. Ce sont des individus qui sont retrouvés là-bas, qui sont imposés sur nous. Mais ils en ont fait un droit. Oui, mais un droit pour eux. Les droits viennent de la société. Non, ça c'est, tu sais que d'abord personne ne nous a donné le pouvoir de serrer donc à Berlin pour diviser l'Afrique. C'était question de, je dirais, un peu de puissance. Ils étaient plus puissants que nous. C'est comme ça qu'ils ont imposé ces cadres. Mais ça n'a aucune valeur juridique. Nous pouvons, nous-mêmes, si nous sommes puissants, les mettre en cause. Mais nous réclamons, nous prévalons des limites même géographiques venant de cet acte de Berlin. Oui, c'est de l'histoire, on ne peut pas changer. C'est de l'histoire, les faits sont là. Mais je ne pense pas que, même s'ils ont construit, ils ont mis en place les États en Afrique, ils ont divisé l'Afrique, ils n'ont aucun droit sur nous. S'ils ont un droit aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont plus puissants. Si demain nous sommes aussi puissants, on les met tout en cause. Il ne fallait pas négocier avec eux sur cet acte fondateur de Berlin. Non, on ne pouvait pas négocier parce que concernant le Congo, je viens de vous dire ici que le Congo c'est considéré comme une colonie internationale, une entreprise financière. Il y a Madame Sophie Kanza qui a publié un ouvrage du temps de Mobutu, c'était sa thèse de doctorat à l'université d'Harvard, intitulé Les origines du sous-développement au Congo belge, de 1860 à 1960. Donc 1860 à 1860 à peu près, jusqu'à ce qu'on ait l'indépendance. Il a quand même relevé quelque chose d'important qui peut passer inaperçu. Il dit les difficultés que les Congolais connaissent. C'est lié à la nature de la colonisation qu'on a connue. On était en face des multinationales. Pas d'un pays, ce n'était pas la Belgique. Ce sont des multinationales. Donc on a des difficultés difficiles. Donc comme aujourd'hui, si nous souffrons... Donc on est en face d'un monstre à plusieurs têtes. Difficile. Donc ils nous comprendront que les rapports de force, ce n'est pas sur le plan juridique, ils sont très forts. Les jours où nous serons forts, ça signifie une armée forte, nous avons des élites conscientes, non aliénées, et si on peut engager la guerre envers ces multinationales, si nous la gagnons, on devient indépendant. Et quand Mabikal a parlé déjà de la remise en question quelques années après les indépendances, il voulait parler de quoi? Il fallait remettre quoi en question? Non, en fait, c'est tout ce qu'on a eu comme culture, c'était une culture un peu, je dirais, occidentale. Ce n'était pas une culture à nous. Donc on était des gens aliénés. C'est comme ça qu'il faut décoloniser, la décolonisation mentale. C'est comme ça qu'il parlait là de la remise en question. Et c'est sur le bas de ça que Mobutu a fait l'authenticité. Oui. Il y avait déjà un début de travail. Donc les problèmes pour les Congolais, même ceux qui sont aujourd'hui, c'est l'aliénation mentale. Nous ne sommes pas encore décolonisés. Et le même problème se pose au niveau de la Belgique. Les Belges ne sont pas encore décolonisés. Ils pensent que le Congo reste toujours... Alors le vrai combat, il faut le mener sur quel flanc? Sur le plan économique, sur le plan politique ou sur le plan culturel, non, comme le disait tantôt? C'est d'abord culturel. Je pense que ce soit l'économique, que ce soit les politiques, ça a des rapports avec le culturel. Quand vous avez un peuple qui a sa culture, qui connaît son histoire, il est difficile d'être dominé.
Merci. Monsieur Yamba, vous avez parlé de civilisation égyptienne, ce qui est vrai. Cheikh Anta Diop, d'ailleurs, a passé tout son temps à vouloir conscientiser l'homme africain. C'est le même travail que Théophile Obenga continue. Mais est-ce que vous pensez qu'à ces stades, y a-t-il pas vraiment une rupture entre nous et l'Égypte antique? Qu'est-ce que l'Égypte antique peut nous apporter aujourd'hui pour que nous puissions nous prévaloir de sa superbe, de son génie aujourd'hui? Cher Jean-Claude, je voudrais juste dire un mot par rapport à la question qui a été posée sur les aspects juridiques développés par le professeur. Banzamala. Ce sont de petites idées. Même si on changeait ces aspects juridiques, on ne changerait pas le système qui a été mis en place. Et qui du moins, ça serait une contribution. Aujourd'hui, on a besoin que nos savants travaillent pour inventer. Lorsqu'on parle de droit, il faut théoriser, savoir interroger notre patrimoine culturel, savoir comment nos ancêtres ont survécu pendant des années, comment il faut théoriser pour qu'on mette en compétition notre droit qui constitue la fondation et faire un greffon avec le droit de l'extérieur. Et quand on aura des intellectuels universitaires qui commencent à réfléchir sur notre droit, comment nous avons survécu pendant des années, je pense qu'on aura fait un bon bondissement. On a besoin de théoriser, on a besoin de rationaliser ça. Il me semble que toutes les thèses sont des thèses qui font la compilation de ce que représente la richesse intellectuelle de l'Occident. Ça, c'est un danger public et il faut que maintenant, plus que jamais, nos intellectuels prennent conscience de cela. Il me semble qu'on n'y est pas encore. Alors, effectivement, comment faire la connexion avec toute la richesse historique et tous les génies égyptiens de l'Antiquité? Voilà. La connexion, c'est que lorsque vous lisez Cheikh Anta Diop, vous écoutez ces communications, ça nous donne un réconfort moral. Un bonheur psychologique. Ça nous donne une confiance en soi. Ça nous donne une estime de soi. Ça nous donne une affirmation de soi pour dire que nous n'avons pas été bêtes. Nous n'avons jamais fonctionné à l'état d'animalité zéro. Et qu'à un moment donné, les Thalès, le Platon, les Pythagore, les Hérodotes étaient en Égypte. Certains ont vécu 22 ans, certains ont vécu 30 ans. Ils étaient dans la cour des pharaons. Et il n'y a jamais quelqu'un, un noir africain, qui était déclaré comme pharaon sans qu'il ait le pouvoir du savoir. Il ait la puissance de la connaissance. Un savant, c'est un érudit, c'est un grand prêtre. Et donc, tous ceux qui venaient de l'extérieur, surtout de la Grèce, apprenaient. Et c'est nous maintenant de nous interroger. Quelle est la richesse que disposait l'Égypte antique? Quelles sont les richesses qui sont les nôtres? Comment nous les rationalisons pour que ça puisse constituer pour nous une fondation afin d'avancer? Ça, on en a besoin. Aujourd'hui, je cite toujours Bamba Sang, Freddy le connaît. C'est un géologue, mais qui est devenu philosophe, qui est devenu historien, qui est devenu physicien, qui est devenu économiste, juriste. Il vient d'écrire un livre sur le droit africain. Parce que généralement, lorsque vous entendez nos juristes gréco-romains, anglo-saxons, germaniques, etc., des petites choses qui ont fait la puissance de l'Occident, où nous ne pouvons pas trouver une solution si vous ne vous référez pas. Et vous devez vous déclarer intellectuel lorsque vous citez ces gens. Et pourtant, nous avons une richesse innombrable qui nous permet véritablement de consolider une conviction. Alors, comment nous remettre, n'est-ce pas, en connexion? Mais allez, au Mali, les gens s'organisent. Ils voyagent de temps en temps. Il y a d'abord des personnalités. Le grand malheur, c'est que chez nous, on n'a pas des hommes et des femmes qui réfléchissent à longueur de journée pour dire qu'est-ce que nous faisons demain, d'où nous venons, où est-ce que nous en sommes. Et tout cela, ça exige la documentation. Vous êtes là, vous le faites avec nous ici. Et nous le faisons. Et nous sommes combien qui le font? Encore qu'on le fait avec beaucoup de sacrifices. Et je me demande combien de personnes nous écoutent. Est-ce que nous avons le moyen pour véritablement vulgariser cela davantage pour que cela soit connu et inoculé dans la mémoire et la psychologie déjà fomentée? Alors pour faire bref, Jean-Pierre avait posé la question du départ. Pourquoi nous en sommes là? Vous avez semblé dire que nous avons rompu la connexion avec notre savoir culturel et environnemental. Au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas un autre... parce que le prof... Kamboy Bouachi dit toujours coloniser parce que colonisable. Est-ce que nous sommes vraiment colonisables?
Mais je vous ai dit que nous avons eu, n'est-ce pas, il y a des instruments qui ont été utilisés véritablement pour nous bercer de manière à nous avoir profondément. Quelqu'un le disait tout à l'heure, c'était Freddy, lorsqu'il parle de la civilisation. Nous venons vous civiliser. Nous venons vous civiliser. Et curieusement, ils passent par la religion. Et ils nous bercent qu'ils sont amoureux de nous, etc. Et c'est l'occasion maintenant de faire des plantations, de faire l'extraction, etc. Et puis bon, voilà, on amène tout et on nous amène vers les plantations aux Amériques, etc. Ça, c'est un problème réel. Donc, la décolonisation passe par la remise en scène de la spiritualité. C'est comme ça que beaucoup d'auteurs, comme Kamana, que connaît mieux Freddy, etc., parlent du rétablissement de l'identité culturelle. Et lorsque vous lisez Senghor, qui ont été les premiers véritablement à dénoncer cet état de choses. Ils vous parlent, ouvrons-nous au monde, mais en nous enracinant dans notre société. Je note en passant que Senghor n'a jamais été d'accord avec Cheikh Anta Diop. Il n'a jamais été d'accord. Il a considéré que Cheikh Anta Diop racontait des histoires. Mais maintenant, il y a une université Cheikh Anta Diop, mieux vaut tard que jamais. On a reconnu finalement qu'il y a, est-ce qu'il faut que je termine par là? Il y a un savant qui est resté le patrimoine de toute l'Afrique, de l'humanité même, d'une histoire restaurée. C'est Cheikh Anta Diop. C'est vrai que Senghor, comme vous savez, la plupart c'est pas de nos dirigeants, pas nos leaders. Parce qu'il y a une différence entre dirigeants et leaders. Nous avons des dirigeants, nous n'avons pas de leaders. Et donc, ils étaient en acquaintance. C'est un Français. Il est allé d'ailleurs en France. Il est resté après son mandat. Croyez-moi, nous avons un problème de religion. Les deux se sont mariés à des Françaises. Bien entendu. Et d'ailleurs, vous avez suivi ce qui se passe au Rwanda. Là. On a fermé 500 églises pour endormir les gens, complètement endormir les gens. Au moment où les gens réfléchissent pour sortir, on vous dit non, il faut prier en longueur de journée, ça va venir. Entre-temps, la croyance bloque les raisonnements. Les gens ne savent pas inventer. Les Chinois ont inventé la pharmacopée chinoise. Les Indiens ont inventé la pharmacopée indienne. Les Brésiliens aujourd'hui. La Corée du Sud est devenue, sur le plan numérique, le pays le plus avancé. C'est à cause de sa culture. Où est notre culture? Comment nous le faisons pour nous réconcilier avec? Tout cela faisant commune montre très clairement que si on n'a pas un leadership visionnaire, transformationnel, inspirateur, motivateur, qui embarque les gens vers une direction avec une boussole rationnelle, on n'ira nulle part. Encore que cela n'est pas un débat de société, et cela pose un problème de savoir quand est-ce que nous allons sortir véritablement de cette situation. Ok, Freddy Mulumba, Gisèle a dit ici, autant que vous êtes deux sur le plateau, autant les approches ne sont pas les mêmes pratiquement. Moi je me dis, au-delà de tout ce qui est dit, on parlera de la culturation, de l'aliénation, on parlera d'identité culturelle, mais le problème, il reste posé, on ne peut pas développer. Parce que, selon Freddy, la faute c'est à l'Occident, on a trop embrassé ce qu'il a fait, on a trop embrassé ce qu'il a amené. Et maintenant, puisqu'on accuse l'Occident, la rupture, comment doit-elle se passer? Si on adopte la rupture, c'est-à-dire on doit développer autrement. Si on rompt avec l'Occident, on embrasse quoi? L'Asie, ou bien on rentre en Afrique, par nous-mêmes, on va se développer. Oui, Jean-Pierre, merci beaucoup pour la question. Je pense qu'ici, j'ai toujours dit, il faut changer de paradigme. Si nous voulons nous développer entre guillemets, moi je dis que si nous voulons être puissants, pour que les pays soient prospères, pour que notre peuple vive correctement, on est de parler de développement. Puissance, prospérité et bonheur partagé. On est de parler de développement. Donc, je voudrais vous lire, il faut changer de paradigme, c'est ce que je disais. Je voudrais vous lire un peu un mot du président chinois, l'actuel. Xi Jinping, il dit ceci: tout au long de l'histoire de l'humanité, aucune nation ni aucun pays n'a pu parvenir à devenir puissant ou se relever en comptant sur les forces extérieures et en emboîtant les pas aux autres. De cette manière, on finirait forcément par connaître un échec et être réduit au statut de vassal des autres. Je pense que c'est notre situation aujourd'hui. Donc, si nous voulons nous en sortir, il faut changer de paradigme. Ça suffit que remettre ce que le modèle qui a été mis en place depuis 1885 par l'Occident. Et j'ai dit, ayez échec. Pendant que nous avons échoué, d'autres ont réussi. Aujourd'hui, les pays asiatiques sont sortis de la misère. La Chine, c'est plus de 700 millions de gens qui vivent bien aujourd'hui, qui sont plus malheureux. Vous avez la Corée du Sud, donc tous les pays asiatiques. Il y a même
un projet, un rapport de la Banque mondiale publié en 1993 sur les miracles de l'Asie de l'Est, croissance économique et politique publique. Dans ce rapport que la Banque mondiale, l'Occident, donc la Banque mondiale n'a pas voulu publier, c'est le gouvernement japonais qui l'a financé pour que ça soit publié, mis sur la place publique. Dans ce rapport, les experts de la banque disent ceci. La Corée, donc les pays asiatiques, on connaît miracle parce qu'ils sont allés au-delà du modèle occidental. Mais ils ont donné 4 éléments importants qui peuvent aussi nous faire réfléchir pour expliquer les miracles. Premier élément, on a mis l'accent sur l'éducation. Comparons notre société. Nos enfants n'étudient pas, même s'ils étudient mal. On étudie très mal. Notre éducation n'est pas adaptée à notre société, ne répond pas aux besoins de la société. Deuxième élément pour le succès, les miracles asiatiques, niveau élevé d'épargne. Mais curieusement, nous passons toujours le temps d'aller chercher ailleurs. Mais comment demander à un pauvre d'épargner? J'ai dit ceci, niveau... Un pauvre n'épargne pas, il est à la survie. Non. Comment il peut épargner un pauvre? C'est trop lui demander aussi. Non, nous ne sommes pas pauvres. La question est que le pays est trop riche. Pourquoi la population est pauvre? C'est là que les drames. Ça signifie qu'il y a des problèmes qu'il faut aller au fond pour comprendre. C'est comme ça. Et chez eux, il y a une culture d'épargne. Vous avez une culture de consommation. Dès que tu as l'argent ici, tu es dans des bars en train de boire, tu ne veux pas investir. L'exemple est là. Un Congolais préfère construire un bâtiment, un hôtel, qu'investir dans l'usine, dans l'industrie. Alors qu'une petite usine, ça coûte $50 000. Il préfère construire une maison de $100 000 qu'investir dans les usines. Donc on a un problème au niveau de mentalité. Troisième élément, un cadre politique stable et fort. La Corée du Sud, c'est grâce à la dictature, entre guillemets, de M. Park, un général, que la Corée du Sud a connu un miracle. Et quand vous venez chez nous, on vous dit, sans démocratie, il n'y a pas de développement. Donc ce concept est remis en cause. Mais regardez, beaucoup d'intellectuels africains reprennent ça. La démocratie nous amène au développement. Aujourd'hui, c'est l'alternance nous amène au développement. Ce sont des fausses théories. Donc il faut repenser notre manière de voir les choses. Et quatrième élément, c'est sur l'exportation. Les économies de pays asiatiques, c'était beaucoup plus exporter que faire ce qu'on appelle, comment dirais-je... Du protectionnisme. Ah oui, comment on appelle ça? Le nom m'échappe. Donc, ça va revenir un jour parce que... Donc, au lieu d'exporter, il faut exporter au lieu d'importer. Hein? C'est très difficile là. Ça ne m'arrive pas. Donc, nous avons ces 4 problèmes qui font qu'il y ait les miracles. Mais chez nous, les problèmes, d'abord, sur le plan scientifique, nous sommes tellement en retard. Et puis, les problèmes culturels. Un enfant coréen est très discipliné parce qu'il a gardé sa culture. Nous, on nous a tués par le monde occidental. Nous sommes acculturés. Donc, le premier travail à faire, c'est revoir la culture pour avoir des hommes debout. Quand vous avez des hommes qui sont conscients et lucides, qui ont confiance en eux, ils peuvent faire beaucoup de choses. Mais quand vous avez des gens aliénés tels que nous avons aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de chances pour nous en sortir. Je vais vous interrompre. Pour vous, selon votre appréciation de la réalité, il faut que ça soit la démocratie pour rêver le développement. Avec la démocratie, le développement est impossible. Mais moi je dis que l'exemple est là. En Asie, les pays se sont développés parce qu'ils ont un cadre politique stable et fort. On ne vous a pas dit démocratique. Donc derrière les discours démocratiques, c'est qu'à ses intérêts. Parce que la démocratie là pour l'Occident. Mais l'Occident, la démocratie peut insinuer la distributive, bien distribuer les richesses, c'est la démocratie aussi. Ce sont des déclarations. La démocratie existe là où ceux qui sont au pouvoir travaillent avec l'Occident. Quand vous ne travaillez pas avec l'Occident, la démocratie n'existe pas. Et il faut, quand il y a une élection, que les candidats gagnent. S'ils ne gagnent pas, il n'y a pas de démocratie. On peut me fomenter des manifestations pour chercher du pouvoir. Donc, il faut qu'on fasse attention. Parce que
les Chinois, les Indiens, les autres, les Coréens, se sont développés avec des pouvoirs forts, pour ne pas dire la dictature. Et nous qui aimons la démocratie, on est où? Il faut s'interroger. Merci, M. Ambamba. Je crois que la version des faits de Freddy Mulumba est quand même étonnante. D'autant plus que la démocratie serait contre le développement. Il faut penser à notre modèle de direction de pays pour les développer. Parce que, selon Freddy, il dit, les Asiatiques ont commencé par avoir des pouvoirs stables, pour ne pas dire dictatoriaux, et ils ont développé leur pays. Avec la démocratie, trop de pensée, trop de philosophie, les pays reculent. C'est votre avis? Il y a une nuance au niveau de l'approche. Il ne faut pas accuser la culture qu'apporte un mécanisme par rapport aux animateurs du mécanisme. La démocratie apporte une culture, le respect des libertés des autres, l'inclusion des différents citoyens dans la performance des institutions, la répartition équitable du bien de la République, la copropriété du patrimoine national, etc. Ça, c'est la démocratie. Maintenant, la question de se poser, et Freddy risque d'avoir raison lorsqu'il dit la démocratie n'est pas. Non, la démocratie n'est pas seulement occidentale. La démocratie est plurielle. Chaque pays peut l'expérimenter à sa manière, à condition que les clés soient respectées. Est-ce que dans tel pays il y a des libertés? Est-ce que dans tel pays on donne la nourriture, on répare les routes et qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'enrichit au détriment de la majorité? Ce sont des éléments. Maintenant, vous venez en Chine, il y a une démocratie populaire. En Corée du Sud, pour prendre l'exemple, il y avait un général. Mais le général, vous savez, après la guerre de la Corée, il fallait une discipline pour reconstruire le pays. Et ce pays a été divisé en deux. Et donc, la discipline a été le leitmotiv du général pour mettre en place des institutions stables, mais dont la priorité, ce n'était pas de s'enrichir seul, mais de répartir véritablement la richesse. Vous avez compris même dernièrement, la première ministre, la dame première ministre coréenne, sur base d'un soupçon de corruption, a été révoquée. Donc, il y a une démocratie. Même au niveau de la Corée, de Singapour, qui sont des dragons asiatiques aujourd'hui, avec des grandes performances. Le premier ministre, Lee Kuan-yew, qui est un Chinois d'origine, qui s'est installé à Singapour, il a aussi réclamé la discipline. Mais la particularité, c'est quoi? C'est que, au lieu d'être communiste, au lieu d'être capitaliste, ils ont dit qu'ils préfèrent être pragmatiques. Qu'est-ce qui réussit pour le pays? Ils ont travaillé pendant des années, mais il a pris une responsabilité. Il dit, parce que nous faisons la discipline, nous devons travailler pour le pays, pour respecter les concitoyens. Le président de la République, donc le premier ministre, doit avoir un salaire. Et il s'est donné un salaire de 1300 €. 5 fois le salaire du président américain, sans avantage. C'est-à-dire, lorsqu'il faut répartir le carburant, lui doit se présenter comme tout le monde. Et pour donner la vision de l'égalité des citoyens, il était tout le temps devant la station pour entendre. Et quand on lui dit, mais monsieur le Premier ministre, c'est passé, il dit non. Il voulait leur montrer qu'on était dans la perspective de mettre en place, n'est-ce pas, un État où il y a égalité des citoyens. Égalité non seulement en termes, n'est-ce pas, de salaire, mais également en termes de ce que représente la valeur intrinsèque des citoyens. Et donc, la Corée du Sud, Singapour, Taïwan, Malaisie. La Malaisie, c'est un tigre asiatique, au même titre que la Chine, sont des gens qui ont adopté une certaine démocratie à leur manière. Et la démocratie n'est pas quelque chose à imiter. L'Occident a voulu propager son modèle de démocratie. Et ça, ce n'est pas correct, parce que ça ne s'adapte pas à des situations. Mais même les Américains, je crois que l'autre fois, je vous ai parlé des Chinois, pour avoir la puissance ou l'économie de la connaissance aujourd'hui, ils ont fait quoi? Ils ont envoyé les étudiants à l'extérieur. Et puis, bon, quand ils sont arrivés à l'extérieur, 30% de ces étudiants chinois à l'extérieur ont été aux États-Unis. Lorsque vous comptez le nombre de milliardaires aujourd'hui, ils ont 3 000 millions
3 millions de millionnaires. Et la plupart, 70% sont venus des États-Unis. Ça veut dire qu'ils ont aussi adopté l'économie de la connaissance américaine, mais ils ont grimpé parce que leur culture est restée la même. C'est comme ça qu'ils prennent ça et ils interrogent leur patrimoine culturel et on leur dit, bon, pour la médecine, par rapport au schéma que vous avez, vous êtes venu, voilà ce que vous pouvez avoir comme résultat. Par rapport, par exemple, à la pharmacie, voilà comme... Et dans tous les secteurs, même les routes qui sont réparées par les Chinois ici, ce sont leurs technologies. Aujourd'hui, la Chine compte 650 technologies contre 450 pour les Américains. Donc, soyons calmes pour dire que la démocratie occidentale qui est imposée, et je vous ai dit que le cerveau occidental est cartésien, ou bien, ou c'est bon ou c'est mauvais. Et quand ils se disent que c'est bon, ils estiment que le monde entier doit vivre de ces bons-là. Et personne ne peut dire le contraire. Alors, ils croient ils doivent imposer leurs méthodes, ils doivent imposer leurs stratégies, ils doivent imposer leurs schémas. Et cela n'a pas donné libre cours aux sociétés d'avancer. Très bien. Monsieur Mulumba, nous sommes en train de parler de différents modèles de développement que la RDC éventuellement pourra peut-être adopter. Mais ce qui est plus important, j'imagine, on ne peut pas parler de développement sans parler économie. Alors, lorsque on regarde, on observe le bloc Est, ou l'ancien bloc Est et Ouest, on parle du capitalisme dans le bloc Ouest, du dirigisme vers les sociétés socialistes. Alors, les sociétés qui ont tenté de faire le mixage de deux ont peut-être réussi. À l'époque, c'était la Yougoslavie qui a tenté de faire la jonction du capitalisme et du collectivisme pour créer justement le dirigisme. Mais ici en RDC, si vous regardez tous les livres de l'économie, on pose la question du système économique de la RDC, on dit ça n'existe pas. Parce que c'est le système économique qui est le socle du développement économique d'un pays. Quel système économique, au regard de notre culture, au regard de notre histoire, au regard des enjeux de l'ère, peut-on aujourd'hui... Au regard de nos richesses aussi. De nos richesses, justement, pour adopter, pour avancer sur le plan développement économique. Oui, je préfère prendre le cas de la Chine, peut-être je vais parler de notre pays après. Oui. Vous savez, en Chine, aujourd'hui, vous voyez le président Xi Jinping prendre la tête du pays, les Occidentaux crient dictature. Il est devenu seul. C'est ignorer l'histoire chinoise. En fait, en Chine, quand vous êtes président, bon, ça c'est dans la Chine ancienne, quand vous êtes empereur, vous avez le mandat céleste de rendre votre peuple heureux. Je ne dis pas rendre votre peuple libre, je dis rendre votre peuple heureux. Si le peuple n'est pas heureux, il a l'obligation de vous chasser. C'est ça la vision chinoise, qui est presque contraire avec la vision occidentale où on parle de démocratie, c'est en termes élection et surtout c'est la petite bourgeoisie qui dirige. Hein, c'est l'argent, mais là-bas c'est le peuple qui est à la base de ça. Concernant notre pays, je pense qu'on a quand même toute une histoire. Oui. Allez dans le Royaume Congo, quand les Européens sont arrivés, ils ont trouvé un royaume mieux organisé, avec une monnaie, avec un roi, 6 provinces. Ça marchait. Mais pourquoi il se pose problème? C'est parce qu'on a adopté l'Occident aveuglément. L'Occident nous a imposé. Hein, parce que ça, vous l'avez déjà dit plusieurs fois. Oui. Aujourd'hui, nous avons besoin des modèles que nous pouvons adopter. On doit travailler. Il faut inventer. L'invention vient en travaillement. Ça veut dire qu'il faut interroger l'histoire, la culture, la politique, l'économie. Mais au bout de tout ça, il y a, je dirais, un peu 3 éléments importants. Le premier élément, il faudrait que ces modèles nous donnent une puissance, qu'on soit respecté partout. Que ces modèles nous donnent... Puissance veut dire une puissance armée. Non, une puissance, un État puissant. Un État puissant. Dans tous les compartiments. Exactement. Ça nous donne une prospérité. Cette prospérité, à quoi ça sert? C'est pour qu'il y ait le bonheur partagé. C'est comment on travaille dessus. L'économie, le bonheur partagé. Ça signifie quoi? Dans notre culture africaine, on ne peut pas manger seul. Vous avez des moyens, il faut manger avec tout le monde. Il faut partager ce bonheur-là. Par contre, dans la conception occidentale, c'est l'individualisme. Ouais, c'est toi-même avec ta famille. Donc nous devons revenir à nos valeurs, à nos valeurs ancestrales,
pour reconstruire. Ça ne signifie qu'on va exclure les autres comment dirais-je, valeurs étrangères. On va prendre ce qui marche ailleurs pour mettre ensemble et essayer un peu de créer un système propre à nous qui peut rendre notre peuple heureux. C'est l'essentiel. Alors, monsieur Perranti Jean-Pierre, monsieur Yamba, lorsque vous parlez de la démocratie selon l'adaptation de la démocratie, est-ce que l'Africain noir, les Congolais, est-ce que répondent-ils aux ambitions démocratiques? Je voulais dire, est-ce que nous sommes dans ce format-là? Est-ce que le logiciel de la démocratie peut correspondre au modèle africain? Et c'est là justement le problème. De quelle démocratie vous parlez? La démocratie occidentale ou la démocratie... Non, la démocratie définie comme étant le pouvoir du peuple pour le peuple, par le peuple. Mais l'Afrique traditionnelle a connu la démocratie. Vous vous rappelez de la démocratie juste à poser? Même dans nos villages, il y avait toujours un chef de village. Au bout du village, il y a un opposant. Et chaque fois, il est consulté lorsqu'on veut prendre des décisions stratégiques. Ça a existé. Lorsque l'Occident est arrivé avec les modèles républicains, etc., nous avons tout abandonné. Au point où nous voulons fonctionner comme l'Occident. Entre-temps, il n'y a que 2 ou 3% des gens qui comprennent ces modèles avec ces nouvelles règles. 97% ne sont pas impliqués par rapport à ça parce qu'on ne connaît pas comment on fonctionne et c'est là justement le court-circuit. Alors, vous êtes spécialiste en développement. Oui. Je parlais tout à l'heure de système économique qui serait adopté ou assimilable à l'Afrique ou au Congo particulièrement puisque nous parlons de notre pays essentiellement avec ses grandes richesses. Jean-Claude, c'est ça justement l'intellectuel doit travailler. Aujourd'hui, les systèmes économiques qui a fait l'apogée, le succès de l'Occident est obsolète. Il est essoufflé. Il est démodé. Il est même dépassé. C'est pourquoi il y a 2 notions aujourd'hui qui règnent en Occident. Le politiquement correct et le politiquement incorrect. Il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas de régime, qui n'ont pas de clichés, et qui arrivent au pouvoir. Vous avez vu Trump arriver là, républicain, mais il y a d'autres visions, d'autres stratégies. Vous avez Macron qui arrive, etc. Donc, le système qui est réussi, c'est un système qui va dans le pragmatisme. C'est-à-dire, des gens qui posent des actions en disant, quel est notre système éducatif? Est-ce que notre système éducatif nous permet de produire des richesses? Est-ce que les élèves qui sont formés correspondent-ils au génie de l'an 2050, l'an 2100? Faisons un système éducatif qui nous donne des hommes et des femmes qui sont capables de produire des richesses. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, où sont nos centres de recherche? Où sont nos universités? Produisent-elles des personnes qui sont capables de créer des technologies pour produire des richesses de manière à faire une répartition équitable? Alors, changeons nos universités. Au lieu de devenir des écoles de désintégration, de désarticulation, produisant des chômeurs de luxe, il faut qu'elles deviennent véritablement... Le microcrédit a réussi au Pakistan, mais on a tenté de le faire ici. Vous voyez les conséquences. Jean-Claude, et il faut la gouvernance. La gouvernance suppose des institutions inclusives, des institutions où vous avez ceux qui gèrent la République et il y a ceux qui sont des remparts, comme la société civile, comme les entrepreneurs, etc. Il faut qu'il y ait un lien direct entre l'élite politique dans ses décisions, les entrepreneurs, ceux qui produisent des richesses, et aussi, ce que je dirais, les entrepreneurs et les centres de recherche. Les recherches qui doivent être menées dans les universités sont des technologies qui nous permettent, par exemple, d'avoir des technologies pour la construction des maisons, pour la production des richesses. S'il y a interaction entre ces deux, on a des richesses et on peut les répartir. Cependant, c'est la demande qu'on ait un leadership non seulement fort en termes, n'est-ce pas, du génie, encadré par des grandes équipes, par des forts corps, mais des personnes qui ont de grandes capacités dans les différents secteurs de la vie nationale et qui disent qu'en ayant tel délai, nous pouvons réaliser tel résultat. Mais il ne faut pas vraiment s'élever. Vous avez parlé de création. L'autre fois, je me suis beaucoup, l'autre fois, Jean-Pierre m'a posé la question, est-ce qu'il n'y a pas de pays africains qui ont tenté l'expérience? Jean-Pierre, je suis entré dans les laboratoires. J'ai fini par comprendre que tout proche de nous, il y a un pays comme Botswana, qui n'a que 30% d'espace à habiter, 70% sur le désert. Mais Botswana a réussi des grandes performances. Et pourtant, il n'avait que l'élevage.
le bétail, etc. Aujourd'hui, on a trouvé du diamant, mais on a mis en place un système où on multiplie les réseaux. Le Botswana fait partie du Commonwealth, il travaille avec les ACP, les AP, l'Union européenne, il travaille avec tous les pays, ouverture à tout le monde, les Chinois, etc. Il en est même de l'île Maurice. Aujourd'hui, on parle de miracle de l'île Maurice, miracle de Cap-Vert. Oui, je voulais qu'on parle de la création de richesses au niveau de la population, la basse classe, s'il faut que je dise ça. Je parlais de microfinance qui a réussi au Pakistan. Le monsieur qui a mis en place ou a pris cette initiative a quand même créé une classe moyenne aujourd'hui qui est capable de produire des richesses sans pour autant aller bousculer les hauts sommets du pouvoir. Pourquoi ça n'a pas marché à Kinshasa, en RDC? Qui a appliqué ça? Qui a appliqué ça? Mais nous avons des fincas, nous avons des trucs. Vous avez vu ce qui se passe? Les gens sont devenus plus esclaves qu'avant. Oui, ces choses-là, c'est un problème de schéma opératoire. Je dois vous avouer qu'il existe une nouvelle économie qu'on appelle l'économie sociale solidaire. C'est ce qu'on appelle le capitalisme des pauvres. Ils peuvent s'organiser et ils peuvent générer des ressources. Il y a des associations d'appui, FICA, compagnie, etc. On appuie pour que véritablement ce système de microcrédit. Ça n'a pas l'air de marcher parce qu'effectivement, il faudrait qu'il y ait un génie au niveau, à la tête de PME, de ministère de PME, qui peut devenir un ministère de l'économie solidaire, économie sociale solidaire, qui génère un canevas, qui génère un schéma opératoire. Tous ces intervenants dans ce secteur de microcrédit opèrent chacun individuellement avec ses propres règles. Je pense qu'il faut qu'à un moment donné, que nos ministres soient en mesure de dire voilà l'orientation. Il me semble que tel n'a pas été le cas. Les évaluations par rapport à ce processus n'ont jamais eu lieu. Et donc les gens sont sur un terrain fertile, même des graines pourries germent bien. On peut bien réussir, mais il faut adapter, il faut endogéniser cela aux principes et à la culture congolaise. Encore qu'il faut avoir un homme de génie, d'excellence pour apporter véritablement ces réajustements. Ok, Frédéric Moulumba insiste parce que non, pour tous ces modèles-là, même les modèles que l'on peut copier ou de qui l'on peut s'inspirer, il faut un leadership, il faut un génie, il faut un génie créateur de tout cela. Pensez-vous qu'au-delà de la démocratie, au-delà de la dictature, d'où ce que vous appuyez ici, le leadership pose le même problème? Je pense qu'ici, les drames qu'on voit le leadership à travers les politiques, il faut voir le leadership de manière générale, au niveau religieux, au niveau des intellectuels, au niveau de la presse, au niveau politique, au niveau économique. Tout ça fait un bloc, ça fait le leadership. Ça va voir les politiques. Dites-moi aujourd'hui, vous qui êtes journaliste, quel est le plus grand média congolais qui peut se poser en Afrique? Il n'y en a pas. On n'a aucun média qui est important, qui est beaucoup plus grand ici. À part Moudimbe, Ngal qu'on connaissait. Dites-moi, quel est un territoire qui s'impose encore dans ce pays qu'on connaît? Il n'y en a pas. Donc il faut voir que nous sommes une société en crise. Il faut repenser. Ça signifie qu'il faut que les intellectuels et les philosophes travaillent, produisent la pensée. Le problème que les gens ne produisent pas la pensée, on réfléchit par procuration. Nous, ce que nous donnons comme résultat, comme solution, ce n'est pas adapté au problème de la société. Alors aujourd'hui, il faut une rupture ou il faut une copie? Non, il faut une rupture. Il faut rompre pour redéfinir. Parce que si nous continuons comme nous le faisons aujourd'hui, nous resterons toujours dominés. Il faut une rupture. Ça signifie quoi? Je l'ai dit la fois dernière ici, il faut rompre avec la tutelle intellectuelle. Okay. Si vous voulez dominer un peuple, coupez sa culture. C'est ce que vous avez aujourd'hui. On n'est nulle part. Nous sommes ce que nos parents disent en Chirouba bifabriqué. On parle, mais en réalité, il n'y a rien. C'est-à-dire quoi? Quand on va terminer par là, on dit que notre temps est pratiquement épuisé. S'il faut rompre, il faut partir par quoi? Détruire l'école des Blancs, détruire l'université des Blancs, créer des écoles made in Africa. Et selon notre modèle, selon notre pensée, il faut du made in Afrique en tout lieu, en tout temps. Oui, mais je pense qu'il faut qu'on soit nous-mêmes. Pourquoi copier les autres? On peut s'inspirer des autres, mais pas copier. Il faut s'inspirer des autres. Donc, le modèle qui a réussi ailleurs. Ça pourra nous prendre un siècle. Non, ça va aller très vite aujourd'hui avec l'Internet. On apprend beaucoup plus rapidement. C'est une histoire de blancs pour l'Internet. Oh, il faut dire que ce ne sont pas les blancs qui ont inventé la science. Ils viennent de le dire, ils étaient en Égypte tous. Les mathématiques ne sont pas blanches, elles sont africaines. Ok, Mbamba, on va terminer par là. Il faut rompre, Frédéric Moulumba l'a dit, il faut que nous soyons nous-mêmes, il faut faire tout made in Africa. Non,
Je pense que la culture, c'est un ensemble d'acquisitions. Cet ensemble d'acquisitions peut être interne, encore qu'il faut avoir la fondation, les racines. Mais il faut aussi voir ce qui se passe. Nous sommes dans un processus de planétarisation, de mondialisation, de globalisation. On a besoin de voir ce que font les autres. Lorsque nous prenons cela et nous adaptons par rapport à notre situation, nous endogénisons ça. Et ça devient pour nous, et ça se grimpe sur ce que nous sommes, ce que nous représentons en termes de culture intrinsèque. Ça devient pour nous une culture. Ça rompre pour dire, putain, il y a un nouvel homme. Mais nous avons besoin véritablement de cette remise en question, de ce regard sur le miroir pour dire qu'est-ce que nous représentons. Aujourd'hui, nous disons qu'il y a une hybridité. Est-ce que nous sommes vraiment des hybrides? Qu'est-ce que nous apportons dans les schémas de ce que représente la civilisation mondiale? Nous devons nous interroger et nous enraciner, approfondir notre particularisme et nous greffer avec les autres, construire une nouvelle culture qui nous permet de produire des richesses, une bonne répartition, n'est-ce pas, à nos concitoyens, avec un leadership courageux, audacieux, mais génie qui voit de loin, et c'est comme ça qu'on va relever le défi. Je crois qu'on va arrêter par là. On donne 10 secondes à chacun de nos invités. Freddy Moulumba, 10 secondes. Le Congo peut se développer dans combien de temps? 10 secondes. Moi, je peux dire ceci, dans une génération, on peut s'en sortir. C'est question de revoir l'enseignement, l'éducation, de revoir nos universités. Donc, si nous parvenons à mettre la main sur l'université, sur l'enseignement, je pense qu'on va aller très vite. Mais là, il faut rompre avec l'Occident. Parce que l'Occident n'acceptera jamais, en particulier l'Europe. Et c'est que M. Amembe oublie. Tant que l'Afrique est pauvre, l'Europe est riche. Si nous devenons puissants et riches, l'Europe va s'appauvrir. Rompre avec l'Occident et embrasser la Chine, c'est ça? Pas embrasser la Chine. Être nous-mêmes, être puissants. La puissance de nous que nous la créons. Donc il faut rompre avec l'Europe, redéfinir pour éviter qu'ils puissent encore nous mettre dans les pétrins. Ok, M. Mbamba, 10 secondes, on va terminer l'émission, on a largement dépassé les temps. 10 secondes, l'Afrique ou le Congo peut se développer dans combien de temps? Non, je ne saurais pas vraiment être un devin. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a des questions qui se posent aujourd'hui. Faut-il remettre en question, faut-il abandonner le développement? Il y a des questions qui sont très questionnantes aujourd'hui. Il semble que le développement qu'on nous a apporté, ce n'est pas le développement qui se construit autour de notre identité culturelle. Il faut revisiter cela, et cela est très important pour que cette identité soit enseignée dans les écoles, que les prouesses soient enseignées à nos enfants, et que le succès soit véritablement une admiration. Alors en combien de temps? Le PNUD, en 2000, avait déjà prédit que si on continue avec la même situation, pour atteindre la situation de 1960, il faut faire 75 ans. Mais il y a aussi des littératures abondantes qui nous démontrent, comme Freddy l'a dit, on retravaille l'éducation, une éducation qui résout les problèmes de notre société, je crois, avec un leadership transformationnel, pas celui qui prend les trains en cours de route. On peut pouvoir faire relever le défi, et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre pays. Ok, merci à M. Freddy Moulumba, on dit merci. Merci à M. Yamba d'avoir été des nôtres pendant ces 60 minutes. J'aimerais tout ça, on va arrêter là en fixant un rendez-vous très prochain pour un autre numéro de face à face autour de cette question de développement qui n'est pas épousée malheureusement. On vous dit merci et bye bye chez vous. À la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.